Alexander R. se figea, sa main tremblante lâchant le cadeau d'anniversaire à la vue de la scène qui s'offrait à lui. Il avait imaginé serrer son fils dans une chaude étreinte. Mais à la place, il y avait son garçon, Léo, recroquevillé dans la porcherie, les yeux remplis de désespoir, n'étouffant que deux mots, papa. Cela le brisa, et il fondit en larmes. Ce soir-là, à Riverban, un silence inhabituel régnait, le brouillard planant bas comme de la fumée. Une Mercedes noire s'arrêta devant la vieille maison en bois patiné. Alexander R. prit une profonde inspiration, sa main posée sur une petite boîte cadeau. C'était le 12e anniversaire de Léo. Depuis 6 ans, il n'avait pu envoyer que des cadeaux et des chèques de soutien. Cette fois, il voulait venir en personne pour faire savoir à son garçon qu'il n'avait jamais oublié ce jour. Il s'imagina la porte s'ouvrant en grand, son fils se précipitant dans ses bras, criant de surprise. Mais la propriété était noire d'encre, sans lumière, sans rire. Seul un pot en plastique de fleurs sauvages fanées trônait sur les marches. Alexander fronça les sourcils et s'approcha pour frapper. La porte s'ouvrit en grinçant, et Marissa, son ex-femme, apparut. Le même visage familier. Pourtant, son regard fuyait. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici » balbutia-t-elle. « C'est l'anniversaire de notre fils. »« Où est Léo » demanda Alexander fermement. Marissa hésita, cherchant ses mots. « Il est occupé. Reviens un autre jour. » Occupé le jour de son anniversaire ? La poitrine d'Alexander se serra. Il était sur le point d'entrer lorsqu'une voix rauque s'éleva de l'arrière-cour, glaciale comme un vent cinglant. « Dépêche-toi. Tu veux que les cochons meurent de faim ? Bon à rien. » Alexander se figea, son cœur battant à tout rompre. Ses jambes le portèrent vers l'arrière de la maison avant que son esprit ne le rattrape. La terre humide s'enfonçait sous ses chaussures en cuir. Il suivit les traces boueuses jusqu'à une basse porcherie où une lumière jaune vacillante s'échappait de la fente de la porte. Il la poussa, et le monde s'arrêta. Il y avait Léo, son fils, courbé, serrant un seau de lourde nourriture, pieds nus, pataugeant dans l'odeur de l'enclos. Sa silhouette menue était alourdie par une chemise usée jusqu'à la corde, collée à son dos osseux. La lumière jaune et faible projetait son ombre sur le mur, si petite, si fragile, qu'elle semblait pouvoir disparaître à tout moment. La gorge d'Alexander se serra alors qu'il faisait un pas de plus, sa voix tremblante se brisant. « Léo, qu'est-ce que tu fais » Le garçon se figea. Ses petites mains glissèrent, renversant le seau de nourriture sur le sol en ciment avec un grand fracas, les grains se répandant partout. Léo leva la tête, ses grands yeux effarés, et puis comme arraché des profondeurs de son cœur, il laissa échapper « Papa ». Ce mot unique trembla mais frappa fort, coupant profondément la poitrine d'Alexander. 6 ans. Cela faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas entendu. Sa gorge se serra, les larmes montèrent mais ne tombèrent pas. Il se précipita en avant, tomba à genoux pour être à la hauteur de son fils, sa main tendue, tremblante, mais trop hésitante pour toucher. « Mon Dieu, pourquoi fils, pourquoi dois-tu faire ça le jour de ton anniversaire » Léo recula contre le mur en tôle, ses lèvres tremblantes. Sa voix était si mince, à peine audible pour son père. « Je dois le faire. Si je ne le fais pas, il le fera. » Alexander se figea. Chaque mot de son fils lui martelait la tête comme un marteau. Ce n'était pas seulement un travail acharné, c'était un enfant portant la terreur de la punition à la place de sa mère. Victor apparut dans l'embrasure de l'enclos, les yeux froids, la fumée de cigarette s'enroulant autour de son visage. Alors, le père millionnaire se montre. Qu'est-ce qu'il fait dans la porcherie d'un autre homme ? La mâchoire d'Alexander se serra, ses yeux étincelants de fureur. Chaque instinct hurlait de prendre son fils et de fuir, mais la raison le retint. S'il prenait Léo maintenant, un appel au 911 et il serait accusé d'enlèvement, et il perdrait son fils pour toujours. Il prit une profonde inspiration, la forçant à descendre. Sa main se posa sur l'épaule de Léo, sa voix tremblante mais ferme. « Viens avec moi, Léo. Viens avec moi tout de suite. » Léo leva les yeux. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Son petit pied s'avança vers son père. Alexander sentit son cœur s'enflammer comme si un pas de plus et il pourrait sortir son garçon de ce lieu de honte pour toujours. Mais Léo s'arrêta. Il jeta un coup d'œil à sa mère.
Marissa se tenait dans l'embrasure de la maison, ses yeux voilés de confusion. Elle ne s'approcha pas, ne les arrêta pas, se contenta de rester figée dans un silence impuissant. Léo se retourna, son regard croisant celui froid et menaçant de Victor. Il frissonna. Le pied qu'il avait levé recula aussitôt, la tête baissée. Sa voix s'échappa, faible comme le vent. Non, je ne peux pas. Alexander resta immobile. Il avait vu son fils vouloir partir, mais la peur avait enchaîné ses pieds au sol. Un sentiment d'impuissance l'envahit, secouant tout son corps. Il se pencha, ramassa le seau tombé, le rangea soigneusement dans le coin. Puis il serra fort cette main menue, y imprimant sa promesse. « Je comprends, mais souviens-toi de ceci, Léo. Je reviendrai. La prochaine fois, je t'emmènerai, et personne ne te gardera plus jamais ici. » Les yeux de Léo étaient cernés de rouge, ses larmes brillèrent. Il fit un petit signe de tête, comme s'il gravait cette promesse profondément dans son cœur. Alexander se leva et sortit dans la cour. Il passa devant Victor sans un mot. Le vent nocturne lui fouettait le visage de froid, mais le feu dans sa poitrine brûlait encore plus fort. Levant la tête, il aperçut soudain le clignotement rouge et faible d'une caméra de sonnette voisine. Un petit point apparemment insignifiant, mais pour Alexander, c'était une torche éclairant le chemin. Avant de monter dans sa voiture, il jeta un coup d'œil à l'enclos. Léo se penchait pour ramasser les grains de nourriture éparpillés. Ses mouvements étaient plus lents maintenant, réguliers, comme si une nouvelle force venait de prendre racine en lui. Alexander serra fermement le volant. Dans le rétroviseur, la dernière image qu'il vit fut celle du garçon chétif, une main posée sur le cadre en bois de la porcherie, silencieux, comme s'il gravait un vœu dans la nuit. Et Alexander savait que ce vœu, il le tiendrait jusqu'au bout. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La porte de la chambre d'hôtel se referma derrière Alexander avec un bruit sourd. La pièce était éclairée. Pourtant, le silence était suffocant. Il posa la boîte cadeau sur la table, le ruban rouge froissé après avoir été chiffonné dans sa main toute la soirée. Ce soir, elle aurait dû être entre les mains de Léo, accompagnée d'un sourire. Mais ce qu'il venait de voir avait tout transformé en une plaie qui s'infectait lentement. Alexander s'effondra sur la chaise, prit une profonde inspiration et, d'une main tremblante, ouvrit son téléphone. Il composa le numéro de Marissa. La ligne sonna quelques fois, puis fut coupée. À la deuxième tentative, une voix automatisée répondit froidement, « Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. » Une troisième fois, la même chose. Il lança le téléphone sur la table et enfouit sa tête dans ses mains. Son esprit ne cessait de rejouer les mêmes images. Léo courbé serrant un seau de nourriture, les pieds nus s'enfonçant dans la boue, ses yeux effarés alors qu'il chuchotait, « Papa !» Le petit pied se soulevant d'un demi-pas, puis reculant en voyant sa mère et Victor. Ces moments étaient comme une lame émoussée, chaque répétition coupant plus profondément. Il se leva d'un bond et se dirigea vers le bureau de la chambre, ouvrant son ordinateur portable. Alexander créa un nouveau dossier et le nomma. À l'intérieur, il commença à taper des notes rapides et concises. 12 octobre, Léo forcé de ramasser la nourriture. Porcherie, 12e anniversaire. Ses doigts tremblaient, mais plus il tapait, plus ses mots devenaient serrés, comme s'il cousait des fragments de mémoire dans un rapport. Il fit une pause, reprit le téléphone et composa le numéro du bureau d'un avocat avec lequel il avait travaillé sur une ancienne affaire. La voix de la réceptionniste retentit, et Alexander dit d'une voix tenue, « J'ai besoin d'un avocat d'urgence. Veuillez me fixer un rendez-vous pour demain. » Se penchant en arrière sur sa chaise, il pressa une main sur sa tempe. Son murmure était bas et résolu. « Je te sortirai de là, Léo, quoi qu'il en coûte. » Toute cette nuit-là, il ne dormit pas. L'impuissance lui serrait la poitrine, mais à l'intérieur, un feu de détermination brûlait. À partir de ce moment, le chemin pour sauver Léo était tracé. Dans la vieille maison, la sonnette rouillée du réveil tinta bruyamment. Léo se réveilla en sursaut dans le grenier humide sous un plafond en bois taché où la pluie tombait régulièrement du toit de tôle corrodé dans une bassine en aluminium. Il se recroquevilla sous la fine couverture, puis leva la main pour regarder l'endroit où la nuit précédente son père l'avait si fermement serré. La marque s'était estompée, mais la sensation persistait. Papa reviendra. La voix de Victor depuis la cuisine brisa le rêve éphémère. « Descends ici.
Ce sac de nourriture est toujours là. Léo traîna ses pantoufles déchirées à travers la cour. Le brouillard matinal était épais. La terre humide portait une odeur crue et de moisie. Un lourd sac de son, presque la moitié de sa taille, était posé devant la porcherie. Il l'enlaça, haussa les épaules et le traîna centimètre par centimètre. Sa respiration devint laborieuse, des perles de sueur perlèrent sur son front, même par ce froid mordant. Quand il eut fini de le vider, Victor lui fit un signe de tête. « Nettoie le sol. Je ne veux aucune trace de puanteur. » Léo tomba à genoux, frottant le sol à main nue. L'eau glacée lui coupait la peau, ses doigts brûlaient, écorchés, vifs et rouges. Il serra les dents, travaillant comme quelqu'un de beaucoup trop habitué à cela, ne laissant échapper aucun son. À l'heure du déjeuner, il s'assit dans le coin sombre de la cuisine, avalant un bol de riz froid noyé dans un bouillon clair. Du salon venaient les rires de Victor, se mêlant aux voix et à l'odeur appétissante de viande rôtie. Léo baissa la tête, mâchant vite, voulant seulement l'avaler et en finir. Dans l'après-midi, la pluie tomba à torrents. Victor lui ordonna de ramasser du bois de chauffage dans la cour. Sa chemise fine collait à son dos, ses cheveux mouillés plaqués sur son visage. Frissonnant, il transporta botte après botte de bois lourd et trempé. Chaque fois qu'il trébuchait dans la boue, il se relevait avec ses mains, les lèvres mordues à vif, refusant de pleurer, refusant d'appeler. Lorsque la nuit tomba enfin, Léo s'effondra sur le sol de la porcherie, imprégné d'une odeur âcre. Sa respiration était rapide et irrégulière, ses mains serrant toujours la pelle comme si c'était une béquille. De la poche de sa veste, il sortit un petit carnet, ses pages froissées et usées. Des lignes d'écriture maladroites apparurent sous la lumière tamisée. Le papier était brouillé par l'eau de pluie. Une sombre traînée de sang séché tachait un coin. Léo fixa les mots, se souvenant des mains de son père, des yeux de son père de la veille. Pendant un bref instant, il crut que cette promesse n'était pas qu'un rêve. Puis ses paupières devinrent insupportablement lourdes, et il s'affaissa, sombrant dans le sommeil au milieu de la puanteur, son petit corps tremblant à chaque souffle faible. De l'autre côté de la clôture, Madame Nora passait avec son chien. Elle s'arrêta, jeta un coup d'œil et se figea à la vue de Léo, affalé près de l'auge. Sa silhouette menue recroquevillée comme une branche cassante. Elle couvrit sa bouche de sa main et chuchota à son mari, « Il n'a que mon Dieu. » La pluie tombait à averses, brouillant tout. Un enfant dormait dans la porcherie tandis que non loin de là, un père veillait toute la nuit dans une pièce encore éclairée. Et le prochain geste d'Alexander allait laisser tout le monde stupéfait. Le lendemain matin, Léo se leva et alla comme tous les jours. Le bus jaune s'arrêta en crissant au bout de la rue. Léo se précipita dehors, ses vieilles chaussures aux semelles usées et déchirées, laissant une trace boueuse derrière lui. Son sac à dos effiloché se balançait sur son épaule, et sa chemise blanche était tachée de plaques de boue séchée, rigide comme un tissu jeté. Il monta dans le bus et se recroquevilla dans le coin. Quelques camarades de classe se retournèrent pour regarder l'odeur de moisi de sa chemise flottant faiblement. Un enfant se pinça le nez et s'écria assez fort pour que tout le monde entende, « Regardez, le gardien de cochon est de retour dans le bus. Il pue. » Des ricanements éclatèrent, se propageant dans les rangées de sièges. Léo serra plus fort la sangle de son sac, baissa la tête et s'appuya fortement contre la fenêtre. Il était habitué à ces mots, mais son cœur saignait encore. Assis là, Léo se souvint d'un jour où Victor n'était pas à la maison. Il avait timidement chuchoté à sa mère, « Maman, je veux vivre avec papa. » Au moment où les mots quittèrent ses lèvres, ses yeux se remplirent de larmes. Marissa enfouit son visage dans ses mains et sanglota, les larmes coulant à flots. « Ne dis pas ça, tu me brises le cœur. » Et puis juste après, Victor entra en saisissant une barre. Il explosa de rage, criant, maudissant et même la blessant devant Léo. Le garçon se figea, sa poitrine se serra. À partir de ce jour, Léo comprit. Dès qu'il mentionnait son père, sa mère serait maltraitée, pleurerait. Elle ne s'était jamais levée pour le protéger, mais l'avoir effondré en larmes le laissait avec un lourd sentiment de culpabilité. C'est aussi pourquoi la nuit dernière, quand son père lui a tendu les bras, Léo s'était arrêté net. Son petit pied s'était levé, mais le souvenir de ses larmes l'avait retenu. Il ne pouvait supporter de voir sa mère souffrir à cause de lui à nouveau. Lorsque Léo descendit du bus, ses chaussures déchirées crissaient sur le ciment. Quelques enfants éclatèrent de rire à nouveau, le montrant du doigt.
Il garda la tête baissée, marchant tout droit, essayant de s'échapper de la foule. Dans la salle de classe lumineuse, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, éclairant les rangées de bureaux bien rangés. Mademoiselle Grace écrivait au tableau. Sa voix claire, son ton régulier. Les élèves levaient la main avec enthousiasme, se disputant pour répondre. Au fond de la classe, Léo était courbé, les yeux fixés sur un carnet usé. Il connaissait la réponse. La nuit dernière, sous la lueur d'une lampe jaune et faible, il avait relu la leçon encore et encore. Mais ses mains portaient encore des égratignures, des coupures estompées, une peau calleuse d'avoir frotté le sol de la grange. S'il levait la main, quelqu'un pourrait voir. Alors, il resta immobile, se recroquevillant sur lui-même comme s'il souhaitait pouvoir disparaître. Un autre élève répondit incorrectement, et la classe éclata de rire. Les yeux de mademoiselle Grace se posèrent sur le fond de la pièce s'attardant sur Léo. Mais il garda la tête baissée, ses mains cachées sous le bureau. À l'heure du déjeuner, la cafétéria bourdonnait de discussions et de rires. Les boîtes à lunch s'ouvraient, libérant l'odeur de poulet frit, de frites et de pâtisseries sucrées qui embaumaient l'air. Léo choisit un coin ombragé contre le mur, sortant de la poche de sa veste un morceau de pain sec et durci. Il en arracha de minuscules morceaux, mâchant lentement, son regard fixé sur la table devant lui. Personne ne l'appela. Personne ne s'assit à côté de lui. De loin, mademoiselle Grace observait. Sa poitrine se serra à la vue du petit garçon aux chaussures usées, à la chemise tachée et aux mains abîmées par le travail. Elle s'approcha, sa voix douce. « Léo, ça va ?» Léo leva les yeux. Ses yeux étaient vides, mais ses lèvres esquissèrent un léger sourire, plus pour la rassurer que pour lui-même. « Oui madame, je vais bien. » La réponse courte et nette lui coupa la gorge. Un garçon de 12 ans qui allait vraiment bien ne parlerait jamais de cette voix avec ses yeux. De retour à son bureau, mademoiselle Grace ouvrit son carnet de notes d'enseignante. Sa plume s'arrêta sur une page vierge avant qu'elle n'écrive « Léo, signe de détresse physique et émotionnelle, nécessite une surveillance étroite. » En fin d'après-midi, les enfants sortirent en trombe par les portes de l'école. Alexander était resté assis dans sa voiture pendant un certain temps, les yeux fixés sur la clôture. Toute la journée, il s'était tourmenté, et finalement, incapable de supporter davantage, il était venu ici juste pour voir son fils dans un environnement normal. Alors que les élèves se précipitaient dans un chœur de cris et de rires, il vit Léo traîner à la fin de la file. Il ouvrit la portière de la voiture, sortit et se figea en voyant Victor. L'homme était appuyé contre un lampadaire, la cigarette rougeoyante, son regard froid balayant la cour. Léo aperçut son père au loin. Ses pas hésitèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Pendant un instant, Alexander crut que son fils pourrait venir vers lui. Mais alors, le garçon baissa la tête et accéléra le pas vers Victor. Alexander resta figé. L'espace entre eux n'était que de quelques dizaines de pas. Pourtant, cela semblait un océan. Il ne pouvait pas l'appeler, ne pouvait pas étreindre son enfant, ne pouvait même pas demander « Ça va ?» Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder impuissant jusqu'à ce que Léo monte dans la voiture, que la porte se claque et que le vieux véhicule de Victor emporte son fils. Si vous étiez Alexander à ce moment-là, seriez-vous resté immobile à regarder votre fils s'éloigner, ou auriez-vous fait le pas pour vous tenir à ses côtés? La vieille voiture de Victor s'éloigna du portail de l'école, de la fumée grise s'échappant de son pot d'échappement. Alexander suivait à plusieurs dizaines de mètres. Maintenant, à une vitesse constante dans le rétroviseur, il pouvait encore distinguer la petite silhouette de son fils affalé sur la banquette arrière, son corps recroquevillé sur lui-même comme une ombre engloutie par l'obscurité. Cette image serra la poitrine d'Alexander. Il ne pouvait pas se rapprocher, ne pouvait pas l'appeler par son nom, mais il ne pouvait pas non plus le perdre de vue. La route s'étirait vers la périphérie humide, le crépuscule scintillant sur le dernier éclat de la pluie. Lorsque la voiture de Victor s'arrêta devant une vieille maison en bois patiné, Alexander éteignit ses phares et se gara à l'abri des arbres. Il baissa un peu la vitre et resta immobile, les yeux fixés sur la maison devant lui. Une lumière s'alluma dans la cuisine. À travers le rideau à moitié tiré, la scène se déroula clairement. Sur la longue table en bois, un poulet rôti dont le riche arôme gras s'échappait. Victor se servit un verre. Marissa regarda son fils, puis détourna rapidement le regard. Léo était assis tranquillement à l'écart du cercle de lumière.
Victor continuait de prendre les meilleurs morceaux, les cuisses dorées et les ailes croustillantes, les empilant dans sa propre assiette. Petit à petit, le plat se vida jusqu'à ce qu'il ne reste que des restes et des os rongés, négligemment poussés à l'extrémité de la table, juste devant Léo. Le garçon baissa la tête, ses mains menues tremblant alors qu'il picorait les quelques misérables morceaux de viande encore collés aux os. La graisse barbouillait ses doigts, ses lèvres gercées étaient sèches, ses yeux creux. Alexander regarda son fils avaler, non seulement pour apaiser sa faim, mais comme s'il avait l'humiliation logée dans sa poitrine. Marissa le regarda une fois, une hésitation scintillant dans ses yeux. Mais ensuite, elle ne fit que lever son verre de vin et détourner le regard. Pas un seul mot prononcé. Dans la rue, Alexander sentit sa poitrine se serrer comme si elle était écrasée. Il serra le volant si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau jusqu'à la déchirer. À l'intérieur, son esprit criait « Sors-le tout de suite !» Mais la raison le retint. S'il faisait irruption, un appel à la police détruirait tout. Il perdrait Léo pour toujours. Prenant une profonde inspiration, Alexander tendit la main vers son téléphone. À travers une étroite fente du rideau, il zoom et prit une photo. Le poulet rôti sur la table, Victor mangeant à satiété et Léo la tête baissée sur des restes. Il enregistra la photo, nota l'heure et tapa une note, maison numéro 17 000 Street. 19h42 dîner. Léo mange des restes. Quelques secondes plus tard, il envoya la photo et la note à son avocate, Samantha. J'ai recueilli d'autres preuves. Nous devons accélérer les choses. Posant le téléphone de côté, Alexander se redressa sur son siège. Un souvenir d'il y a quelques jours lui revint en mémoire, un point rouge clignotant sur la caméra de la sonnette du voisin. C'était devenu la seule lueur dans l'obscurité, un signal lumineux. Il fit un léger signe de tête, sa voix basse et ferme dans l'habitacle de la voiture. « Léo, je ne te laisserai pas vivre comme ça un jour de plus. » Les roues commencèrent à tourner, roulant lentement le long de la route humide et froide, le portant vers la maison voisine, l'endroit avec la caméra où il fondait tous ses espoirs. Alexander sortit de la voiture, le cœur encore battant après la scène dont il venait d'être témoin. L'image de Léo, courbé sur une assiette d'os de poulet rongé, le hantait jusqu'à l'étouffement. Il savait qu'il ne pourrait pas fermer les yeux s'il retournait à l'hôtel. À présent, ses pieds semblaient bouger d'eux-mêmes, le portant le long de la rue vide. Le vent nocturne s'engouffra dans le col de sa veste de costume d'un froid glacial. La rue devant la maison de Victor était noyée d'une faible lumière jaune, striée d'ombre d'arbres. Alors qu'il passait le portail de la maison voisine, le portail en fer s'ouvrit en grinçant. Une femme d'âge moyen aux cheveux argentés, enveloppée dans un cardigan en laine, menait un petit chien dans la cour. La lumière du porche se déversa, éclairant clairement son visage. C'était la même voisine qu'il avait aperçue l'autre jour. Alexander se figea. Nora tressaillit légèrement, les yeux fatigués, mais il lui offrit rapidement un sourire et un petit signe de tête. « Je suis désolé de vous déranger à cette heure. Je suis le père de Léo. » Nora resserra sa prise sur la laisse du chien. Son expression changea. Ces quelques mots seuls la troublèrent. Elle jeta un coup d'œil vers la maison au-delà de la clôture. Les lumières de la cuisine brillaient toujours. L'ombre de Victor bougeant distinctement derrière le rideau. Sa voix devint ferme. « Je ne veux pas me mêler de leurs affaires, monsieur Victor. Il est dangereux. » Alexander fit un pas de plus. Son ton était urgent. « Je comprends votre inquiétude, mais vous l'avez vu vous-même. Léo ne vit pas comme un enfant. Il est forcé de travailler constamment, laissé affamé, traité avec mépris dans sa propre maison. Je ne peux pas rester sans rien faire, mais sans preuve, je ne pourrai pas sortir mon fils de là. » Nora resta silencieuse, ses jointures blanchissant alors qu'elle serrait la laisse. Le petit chien aboya une fois, brisant l'atmosphère pesante. Elle soupira, sa voix tremblante. « Vous ne savez pas que cet homme est capable de tout. » Tout le monde ici se tait par peur. Alexander déglutit difficilement. Il se souvint du moment où la main tremblante de Léo s'était glissée dans la sienne, ses yeux débordant de peur et d'un désir étouffé. Il expira lentement, baissa la voix jusqu'à ce qu'elle soit presque une supplication. « Je suis un père. Si je m'en vais maintenant, je le perdrai pour toujours. Je ne vous demande pas de l'affronter. J'ai seulement besoin d'une chose, une copie de votre caméra de sonnette. » Elle a tout capturé.
C'est tout ce que je demande. À ce moment-là, Nora trembla légèrement. Dans son esprit, l'image de l'enfant affalé près de la porcherie revint. Le petit corps recroquevillé, frissonnant. Elle avait détourné les yeux cette nuit-là, mais sa conscience n'avait jamais cessé de la ronger. Maintenant, devant elle se tenait un père, prêt à s'humilier et à supplier. Un long silence s'étira. Enfin, Nora ouvrit la porte plus largement, sa voix basse. « Entrez. Mais vous devez promettre de ne jamais mentionner mon nom aux médias. Je témoignerai devant le tribunal avec la protection de l'enfance ou la police, mais mon identité doit rester cachée du public. » Alexander hocha fermement la tête, ses yeux brûlants de détermination. « Je le promets. » Dans le petit salon, l'écran de surveillance au mur brillait encore. Nora chercha l'enregistrement de la nuit précédente. Quand les images apparurent, Alexander se figea. Léo à l'intérieur de la porcherie, son corps frêle effondré à côté de l'auge. La voix en colère de Victor résonnait, claire et nette. « Dépêche-toi, bon à rien. » Nora copia la vidéo sur une clé USB. Puis soudain, elle se dirigea vers son bureau. Elle alluma l'imprimante et rédigea rapidement une déclaration qui ne révélait aucune information personnelle. Elle la signa, puis tendit le papier et la clé USB à Alexander. Sa main tremblait mais ses yeux restaient fermes. « C'est tout ce que je peux vous donner. » Alexander serra la clé USB et le papier comme s'ils étaient des trésors. Sa voix se brisa. « Merci. C'est le premier véritable espoir que j'ai eu pour moi et pour mon fils. » Nora fit un léger signe de tête, ses yeux lourds de tristesse. « J'ai gardé le silence bien trop longtemps. S'il vous plaît, tenez parole. » Alexander s'inclina en signe de gratitude. En sortant, il leva la tête vers le ciel nocturne sombre. Mais pour la première fois, une lumière claire d'espoir brillait dans son cœur. Dans le grenier froid, Léo était assis près de la fenêtre, serrant son carnet usé. Un pâle rayon de lune s'insinuait par la fente, tombant sur son visage fin. Il ouvrit le carnet et griffonna des lignes maladroites. Le stylo tremblait, l'encre bavurait, la page se froissait sous sa main. Il fit une pause, levant la tête vers le monde extérieur. Au loin, il aperçut des phares inconnus garés discrètement sous les arbres. Ses yeux autrefois sans vie clignotèrent, une douleur vive lui transperça la poitrine, et ses lèvres tremblèrent alors qu'il chuchotait « Papa ». C'était seulement le vent enchevêtré dans l'obscurité. Mais à cet instant, il sentit que son père était toujours là quelque part, ne l'abandonnant pas. Soudain, des pas lourds résonnèrent depuis les escaliers en contrebas. Léo tressaillit, ferma son carnet à la hâte, le fourra sous l'oreiller, éteignit la lampe de bureau et recula dans l'ombre. La porte du grenier s'ouvrit en grand. Victor apparut dans l'embrasure, sa silhouette projetant une longue ombre sur le sol. Serrant son oreiller, Léo retint son souffle. Le lampadaire de la rue à l'extérieur filtrait par la fenêtre, découpant clairement sa silhouette tremblante dans le coin de la pièce. Pendant ce temps, dans la rue, Alexander était assis dans sa voiture, la main posée sur la poche où la clé USB et le document de transfert étaient rangés. Il savait que la vraie bataille venait de commencer. Le lendemain, Léo alla encore à l'école comme d'habitude, mais ce jour pourrait devenir un tournant qu'il n'oublierait jamais dans sa vie. Léo posa sa tête sur le bureau, sombrant dans un profond sommeil. Sa vieille chemise était tachée de boue séchée. Ses chaussures usées aux semelles déchirées gisaient sous le bureau trempé par l'eau de pluie. Il avait prévu d'attendre que la pluie se calme avant de rentrer chez lui, mais son corps était épuisé après une longue journée. Sa respiration était laborieuse, son visage émacié pressé contre son bras. Grace Miller, son professeur principal, entra. C'était son habitude de vérifier la classe avant de partir. Quand ses yeux se posèrent sur Léo, son cœur se serra. Depuis des mois, elle avait remarqué des signes trop clairs chez ce garçon, et cette fois n'était pas différente. En se penchant pour ramasser un cahier tombé, elle découvrit un petit journal relié en cuir, ses bords humides et déchirés. Elle avait vu Léo le serrer auparavant comme si c'était un trésor. Grace allait le reposer, mais la page ouverte révéla quelques lignes griffonnées, nourrir les cochons, nettoyer la litière, élever des pourceaux. Victor me fait m'agenouiller. Si fin. Maman pleure encore. Papa me manque tellement. Les mots brisés, l'encre brouillée comme des larmes, frappèrent son cœur. Grace étouffa un sanglot, sa main tremblante. Ce n'était plus l'intuition d'une enseignante,
c'était la vérité mise à nu, un enfant enregistrant ses jours de souffrance. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Discrètement, elle utilisa son téléphone pour prendre des photos de quelques pages. Chaque clic ressemblait à un vœu. Léo ne serait plus seul. Elle ferma le journal et le reposa soigneusement à côté de sa main. Dans le bureau des professeurs, Grace ouvrit le dossier de Léo. Sous tuteur figurait le nom de Marissa. Sa main trembla alors qu'elle commençait à composer, mais la note, mariée à Victor, la fit se figer. Appeler Marissa pourrait ne pas vraiment résoudre le problème. Son instinct lui disait que cette mère faisait aussi partie de la peur. Elle tourna une autre page. Sous parents divorcés apparut le nom d'Alexander Reed, un numéro de téléphone, une ancienne adresse e-mail. Grace se souvenait vaguement que le père avait visité l'école quelques fois, ses yeux sombres, si différents de son extérieur calme. Peut-être cet homme était-il la seule véritable encre de Léo? Elle s'assit et tapa un message court mais résolu. Je suis Grace Miller, professeur principal de Léo Reed. Je dois vous rencontrer immédiatement pour discuter d'une affaire grave concernant votre fils. Cela ne peut être résolu par téléphone. Veuillez garder cela confidentiel. Ne laissez personne dans la famille actuelle de Léo le savoir. Sa sécurité dépend de cette discrétion. Je vous attends au Riverbank Café demain à 19 h. Grace. Elle le relut 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. L'email s'envola portant à la fois son inquiétude et sa détermination. Grace savait qu'elle avait franchi une limite personnelle, mais c'était la seule voie qui restait. Cette nuit-là, dans la voiture noire garée près de la maison de Léo, Alexander ne cessait de retourner la clé USB que leur voisine, Nora, lui avait donnée. Il avait regardé encore et encore les images de son fils sale dans la porcherie avec les cris de colère de Victor traversant l'air. Chaque image était un couteau dans son cœur. Son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Grace Miller, le nom familier, le mit immédiatement en alerte. Il ouvrit le message. Mot par mot apparut devant lui, un rendez-vous, le secret, un avertissement. Il le lut encore et encore, sa respiration se resserrant. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était un allié. Il murmura, la voix étranglée mais rayonnante de gratitude, « Merci. Merci beaucoup. » Pour la première fois depuis des années, Alexander sentit qu'il n'était pas seul, et la lutte pour récupérer son fils n'avait jamais vraiment cessé. Avez-vous déjà vu un enfant écrire sa tristesse au lieu de l'exprimer à voix haute? Avez-vous déjà rencontré quelque chose de similaire dans votre propre vie? Selon leur convenu, Alexander poussa la porte du café de la ville. Son manteau était encore humide, son cœur battait la chamade, mais ses yeux restaient vifs. À la table près de la fenêtre, Grace Miller était assise droite. Le calme de sa posture ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses yeux. Ils se firent un signe de tête bref, comme la signature d'un pacte. Grace fit glisser une pile de photos imprimées sur la table. Sous la lampe, des pages du carnet de Léo apparurent. Écriture tremblante, phrases courtes, mots brouillés par l'eau. Ce n'étaient pas des plaintes, c'étaient des enregistrements réguliers de jours de travail épuisants, de repas bricolés et de la peur d'être appelé par son nom. Les doigts d'Alexander se resserrèrent sur le papier jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il savait que son fils était privé, mais voir la vérité dans l'écriture de son propre garçon fut comme un coup qui lui écrasa la poitrine. « Mon fils, depuis combien de temps vit-il comme ça, mademoiselle Grace ?» Elle soutint son regard, sa voix calme mais ferme. « Je ne peux pas vous donner de calendrier exact, mais les signes sont constants. Léo a rarement un vrai déjeuner. Ses vêtements sont usés jusqu'à la corde. Ses mains sont calleuses à force de travaux lourds. En classe, il connaît les réponses mais évite l'attention, craignant que quelqu'un ne remarque ses mains. Il est isolé. J'ai observé assez longtemps pour croire que chaque mot ici est vrai. Je ne peux plus rester sans rien faire. » Alexander pressa son front dans ses 2 mains, laissant échapper une longue respiration. Quand il releva la tête, ses yeux étaient encore rouges mais clairs, comme s'il venait de tracer une nouvelle ligne de détermination. « Merci. Vous m'avez donné quelque chose de solide sur quoi m'appuyer. Le reste, je le ferai par la voie légale, un avocat, les services de protection de l'enfance, CPS, et toutes les procédures nécessaires. Je ne laisserai pas Léo rester dans cet endroit un jour de plus. Je ne peux pas vous remplacer sur le plan légal, Alexander, mais je témoignerai.
Je dirai exactement ce que j'ai vu, ni plus ni moins. Alexander posa une clé USB sur la table. La voisine, Madame Nora, m'a donné ces images de la cour, Victor criant, forçant Léo à travailler sous la pluie. Avec cela, et un carnet qu'elle a photographié. Assez pour démarrer les choses. Les yeux de Grâce s'adoucirent un instant. Pour la première fois, elle vit un père qui ne s'arrêtait pas au regret, mais passait directement à l'action méthodique. Faites-le en profondeur, monsieur Alexander. Ne les laissez pas rejeter cela comme une simple exagération d'enfant. Je ne laisserai plus personne le nier, répondit Alexander, chaque mot ferme. Léo est mon fils. Il mérite de vivre comme un enfant. Entre deux quasi-étrangers, un front s'était formé. L'enseignante portait des preuves vivantes. Le père portait une volonté de faire. Leur objectif était un et le même. Ils se séparèrent à la porte. La pluie avait cessé. Seul le trottoir mouillé scintillait sous les lampadaires. Dans la poche de son manteau, l'ensemble de photos et la clé USB pesaient comme un serment. Alexander ne retourna pas à l'hôtel. Il se dirigea directement vers le bureau de l'avocate Samantha. Un email fut tapé et envoyé directement depuis la salle d'attente, les photos du carnet, des extraits vidéo, un résumé chronologique par date et heure. Son téléphone se connecta au CPS, sa voix calme et décisive. Je suis Alexander Reed, père biologique de Léo Reed. J'ai des preuves concrètes que mon fils a été soumis à des travaux excessifs, maltraité, sous-alimenté et négligé. J'ai besoin que vous interveniez comme la loi l'exige. Je coopérerai pleinement. Nom, Victor et Marissa. Adresse. Tout fut énoncé clairement. Samantha répondit par message confirmant la réception du dossier, fixant une réunion avec la police et le CPS pour le lendemain matin. Tout se mettait en place. La nuit s'épaissit. Riverban éteignit ses dernières lumières. Alexander était assis devant l'écran, examinant chaque preuve, ajoutant des notes sur les erreurs d'horodatage, les noms des témoins, les méthodes de collecte. Il vérifia une dernière fois la liste pour demain, emmener Léo chez un médecin, soumettre le dossier à la police, travailler avec le CPS, obtenir un logement temporaire, demander un droit de visite supervisé. Il rangea la clé USB, verrouilla la couverture du dossier et se pencha en arrière. Ce n'était pas une impulsion soudaine, c'était un plan qui venait d'être débloqué, et il le mènerait à bien jusqu'au bout. Devant la porte, le vent s'était calmé. À l'intérieur, le téléphone vibra. Un message de Samantha, rendez-vous à 9h. Le CPS a confirmé la réception du rapport. Gardez Léo en sécurité. À demain matin. Alexander ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, tout ce qui était à portée de main s'ordonnait, les tâches à accomplir, les personnes à rencontrer, les papiers à déposer. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il se tenait exactement là où un père devait se tenir. Dans le grenier, des pas retentirent à nouveau sur le plancher. Léo serra son oreiller, retenant son souffle. Mais dans son esprit, une autre porte s'était ouverte. Si quelqu'un le croyait, alors une issue était réelle. À ce moment, l'histoire bascula discrètement mais de manière décisive, et à partir de là, la vérité parlerait d'elle-même plus fort que n'importe quelle page de carnet brouillée par l'eau. Cette nuit-là, la pluie tombait à torrents. Le vent hurlait à travers les fissures de la porte, balayant l'arrière-cour de Victor où le sol n'était que boue. Victor titubait ivre, bouteille à la main, criant durement, « Léo, sors et nettoie cette cour. Tu crois que la boue va disparaître toute seule parce qu'il pleut ?» Léo traîna doucement une pelle et s'engagea dans la cour marécageuse. La pluie glaciale lui fouettait le visage, ses vêtements collant à sa peau. Il se pencha, ramassant des mottes de boue, ses mains engourdies par le froid. Victor se tenait sous le toit du porche, marmonnant des jurons de temps en temps. Il buvait à la bouteille, sa voix rauque et abrasive. « Tu crois que bouger si lentement est une façon de survivre ?» Léo se mordit la lèvre, son estomac tiraillé par la faim, sa poitrine serrée. Lorsque ses jambes le lâchèrent d'épuisement, Victor le poussa soudainement fort dans la jambe. Léo tomba face première dans la gadoue, trempé de la tête aux pieds. À cet instant, Léo leva les yeux à travers le rideau de pluie. Il vit la silhouette de sa mère debout à la fenêtre de la cuisine. Marissa ne sortit pas, ne dit pas un mot. Ses yeux le suivirent, brouillés de larmes, lourds de désir. Pour une fois,
son regard semblait s'accrocher à lui comme si elle voulait crier quelque chose. La gorge de Léo se serra, un vide le transperça. Sa mère l'aimait, mais elle ne le sauverait jamais. Il le savait, trop de fois auparavant le lui avait appris. Et maintenant, il n'en pouvait plus. Victor se détourna, trébuchant en rentrant pour plus de liqueur. À ce moment précis, Léo jeta la pelle de côté, ses jambes chancelantes le portant vers le portail arrière. Les gonds branlants s'ouvrirent en grinçant. Leurs cris engloutis par la pluie. Il courut à travers la boue, les larmes se mêlant à la pluie. Sur la route inondée au loin, Alexander était assis dans sa voiture, les yeux fixés sur la maison. Il avait attendu patiemment, comme son avocate le lui avait conseillé. Et puis il vit une petite silhouette surgir, titubant à travers la tempête. Léo. Il ouvrit la portière de la voiture et se précipita dehors. Léo avait glissé sur le bord de la route, recroquevillé, serrant sa poitrine. Alexander tomba à genoux et serra le garçon dans ses bras. La pluie tombait sur eux deux, mais son étreinte était le seul endroit encore chaud. Léo éclata en sanglots, le son déchirant la tempête. « Papa, je ne veux plus y retourner. J'ai si peur, je ne veux pas. » Alexander le serra fort, sa voix étranglée mais résolue. « Je suis là maintenant, Léo. Je ne te laisserai plus jamais seul. Nous partons. » Le garçon s'accrocha à la chemise de son père, tout son corps tremblant. À ce moment, la porte arrière de la maison s'ouvrit en grand, déversant une lumière dorée dans la pluie. Marissa se tenait sur le porche, regardant le père et le fils, ses yeux brouillés de larmes, sa main tremblante contre l'encadrement de la porte. Pourtant, elle n'appela pas, ne fit pas un pas en avant. Léo vit tout cela. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa mère pendant une brève seconde, puis il détourna le regard, s'enfouissant plus profondément dans les bras de son père. Le choix était clair. Il choisissait de partir. Alexander souleva son fils dans la voiture, enveloppant le petit corps du garçon de son manteau. Il sortit du quartier, le cœur déchiré mais étrangement soulagé. La voiture s'arrêta finalement dans un petit motel où il avait loué une chambre. À l'intérieur de la pièce éclairée, Léo était recroquevillé sur le lit, serrant une tasse de lait chaud. Alexander s'assit en face de lui, sa main tremblant légèrement alors qu'il touchait l'épaule frêle de son fils. Sa voix s'adoucit. « Léo, peux-tu tout me raconter ?» Le garçon fit un petit signe de tête, les yeux cernés de rouge. Mot après mot, entre deux sanglots, la vérité se déversa. Travailler comme un serviteur, être réprimandé et maltraité, des repas faits de reste. La nuit d'anniversaire passée dans la porcherie. Chaque détail transperçait Alexander comme une lame. Pourtant, il écouta patiemment, notant chaque moment, chaque jour. Il posa le carnet usé de Léo à côté de lui, ouvrant des pages tachées d'encre. Il les photographia soigneusement, préservant chaque trace. Puis il sortit la clé USB que Nora lui avait donnée et la brancha sur son ordinateur portable. L'écran vacilla avec la vidéo, Léo s'effondrant près de l'auge des cochons, les cris furieux de Victor en arrière-plan. Les poings d'Alexander se serrèrent fort. Alexander rassembla tout, le carnet, le clip vidéo, le témoignage de Nora et maintenant la propre déclaration de Léo. Une fois tout compilé, il envoya tout à l'avocate. L'appel vidéo sonna, et la voix sérieuse de l'avocate retentit. « Monsieur Alexander, c'est suffisamment solide pour demander à la police et au CPS de lancer une enquête d'urgence. Soyez prêts. » Alexander se tourna vers son fils. Léo était recroquevillé, les yeux fixés sur lui, un regard qui portait à la fois la peur et un espoir fragile. Alexander sourit, posa sa main sur les cheveux du garçon et chuchota, « Je te promets qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus à subir un seul jour de cela. » Par la fenêtre, la pluie n'avait pas cessé, mais dans cette petite pièce, père et fils s'étaient retrouvés, et à ce moment précis, les rouages de la justice commençaient à tourner. La clinique pédiatrique du centre-ville brillait sous des lumières blanches dures, lourdes de l'odeur d'antiseptique. Tout était impeccable, ordonné et étrangement silencieux, si différent de tout ce que Léo avait connu. Le garçon était assis sur la table d'examen, drapé d'un drap blanc impeccable. Son bras mince était enveloppé de gaz après que le médecin eut soigné les égratignures. Ses cheveux mouillés collaient à son front, son visage encore marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Alexander était assis à côté de lui, lui serrant fermement la main, essayant de le calmer. Le docteur Keller, un homme aux cheveux argentés et au visage doux,
soupira après avoir terminé l'examen. Il écrivit soigneusement dans le dossier, « Callosités inhabituelles sur les paumes et les doigts. Ce ne sont pas les marques d'un enfant de 12 ans ordinaire. Malnutrition sévère, poids inférieur de près de 8 kg à la normale, multiples abrasions nouvelles et anciennes indiquant un travail lourd, fréquent et des impacts répétés. » Alexander resserra sa prise sur la main de son fils, une douleur lui transperçant la poitrine. « Je préparerai un rapport complet, » dit Keller, ses yeux résolus. C'est une preuve médicale claire d'abus. Cela ne peut être nié. L'infirmière plaça doucement une tasse de lait chaud et un morceau de pain mou dans les mains de Léo. Essaie de boire ça, ça te réchauffera l'estomac. Léo hésita, mais quand il vit Alexander faire un léger signe de tête, il porta d'une main tremblante la tasse à ses lèvres. Le lait chaud coula dans sa gorge, se répandant dans son corps transi. Il frissonna légèrement, ses yeux rougissants. Une larme coula, et il baissa rapidement la tête pour la cacher. Pendant que Léo mangeait en silence, Alexander rassembla tous les documents du docteur Keller. Il reçut d'Ava, la représentante du CPS, un dossier décrivant les droits de Léo et les procédures de garde protectrice temporaire. Ava l'assura. Le CPS s'assurera que vous avez un endroit sûr où séjourner avec des visites supervisées. Après avoir quitté la clinique, Alexander n'hésita pas. Il emmena Léo dans un hôtel voisin pour que le garçon puisse se reposer, s'assurant qu'il était en sécurité. Puis il se rendit directement au poste de police local. Dans sa poche se trouvaient les preuves irréfutables, le rapport médical de Léo, les photos de son carnet et la clé USB contenant la vidéo de Victor abusant de Léo dans la porcherie. Il exposa tout devant un officier de police. L'officier écouta attentivement, étudiant les preuves, et son expression devint de plus en plus sérieuse. Alexander sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que justice serait enfin rendue. Mais juste au moment où il terminait sa déclaration et s'apprêtait à partir, un groupe d'autres officiers entra. Ils ordonnèrent à Alexander de s'arrêter. « Monsieur Alexander Reed, nous avons un mandat d'arrêt à votre encontre pour enlèvement d'enfants déposé il y a 2 jours par Madame Marissa Reed et Monsieur Victor. » Alexander se figea. Il n'en croyait pas ses oreilles. Marissa avait agi la première. Il fut menotté et emmené, laissant derrière lui les regards curieux et la douloureuse vérité toujours posée sur le bureau de l'officier. La salle d'audience était plongée dans un silence solennel, une lumière froide traversant les hautes fenêtres et se répandant sur les rangées de bancs en bois, jetant une tension lourde, presque suffocante sur la pièce. Spectateurs et journalistes occupaient toutes les places, tous attendant le verdict qui déciderait du sort d'un jeune garçon. Alexander était assis d'un côté, le visage tendu par la tension, mais les yeux fermes et déterminés. À ses côtés, l'avocate Samantha maintenait un maintien calme et confiant. Et au premier rang, Léo était assis avec Ava. Le garçon s'accrochait fermement à son bras, ses petits yeux parcourant la pièce avec peur, mêlés d'une légère curiosité pour ce nouveau monde étrange. Le procès commença. L'avocat de Victor ouvrit le bal des arguments acérés, s'en prenant à Alexander avec des attaques implacables. « Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, » commença-t-il, sa voix pleine d'emphase théâtrale. « Nous assistons à un acte flagrant d'un père qui a abandonné son fils pendant des années. Et maintenant, il revient non par amour. Mais pour des raisons égoïstes, Alexander Reed a effrontément kidnappé Léo du foyer stable qu'il avait auprès de son beau-père, Victor, l'homme qu'il a élevé ces 6 dernières années. » Victor était assis à côté de son avocat, sa posture digne, bien que ses yeux lançaient un défi ouvert à Alexander. À ses côtés, Marissa Reed, la mère de Léo, était assise droite, son visage soigneusement maquillé pour montrer la tristesse et l'inquiétude pour le fils, volé, par son père biologique. Elle tamponnait ses larmes jouant son rôle de mère affligée à la perfection. Monsieur Alexander Reed a abandonné son fils quand le garçon n'avait que 6 ans. Il n'a jamais reçu l'amour d'un père, insista l'avocat de Victor, sa voix montant. Et maintenant, juste au moment où la vie de Léo s'est stabilisée, cet homme apparaît soudainement, l'attirant avec de vaines promesses. Ce n'est rien de moins qu'un enlèvement, une intrusion cruelle dans la vie d'un enfant. Victor fit un léger hochement de tête approbateur, son visage plein de confiance comme si tout était fermement sous son contrôle. Alexander serra les poings. La colère couvait dans sa poitrine. Il voulait se lever et rétorquer, mais Samantha l'arrêta d'un léger toucher au coude. Quand son tour vint, l'avocate d'Alexander, Samantha, se leva avec une autorité calme. « Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, commença-t-elle, perçant le brouillard.
Nous ne nions pas l'absence passée de M. Alexander Reed. Mais nous prouverons que ce prétendu enlèvement n'était pas seulement un acte de sauvetage, mais une délivrance pour Léo d'une vie étouffante où il a été brutalement maltraité, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle commença à diffuser la vidéo d'une caméra de sonnette voisine, capturant le moment où Alexander vit Léo pour la première fois, enfermé dans une porcherie le soir de son anniversaire. La salle d'audience se tut alors que Léo apparaissait à l'écran, titubant avec un seau de reste, le visage barbouillé de saleté, tandis que Victor lui criait dessus. Vint ensuite la séquence de Victor donnant des ordres, forçant Léo à s'agenouiller et à nettoyer la litière renversée, ainsi que des extraits de lui conduisant le garçon à effectuer des travaux lourds dans la porcherie sous une pluie battante dans l'obscurité de la nuit. Chaque extrait frappait comme un coup puissant contre la défense de Victor. Un murmure se répandit dans la salle d'audience. Plusieurs visages se tordirent de dégoût, mais Samantha ne s'arrêta pas là. Elle présenta le carnet de Léo rempli de notes griffonnées que sa professeure, Mademoiselle Grace, avait photographié, porté la boue. 3 seaux. Nettoyer toute la cave à vin. Anniversaire, nourrir les cochons. Faim. Pluie. Froid. Maman pleure. Chaque ligne frappait comme un marteau de la vérité, peignant un tableau déchirant de la vie du garçon. Mademoiselle Grace, le professeur principal de Léo, monta à la barre des témoins. Elle raconta avec des détails saisissants et émouvant la solitude de Léo à l'école, les plaies sur ses mains, ses vêtements en lambeaux et le regard apeuré dans ses yeux chaque fois qu'elle essayait de l'approcher. Elle partageait également que Léo n'osait jamais prendre la parole en classe parce qu'il craignait que d'autres ne remarquent les callosités sur ses mains. Puis Madame Nora, la voisine, témoigna également. Elle décrivit les fois où elle avait été témoin des mauvais traitements infligés à Léo et confirma qu'elle avait fourni à Alexander de précieuses vidéos comme preuve. Le tournant vint avec un rapport médical du docteur Keller. Il le présenta brièvement mais fermement, les callosités, la malnutrition et les blessures répétées montrent que Léo a été soumis à des années de travaux forcés. Cela ne peut être expliqué par des accidents. Le garçon a besoin d'un environnement sûr et d'une thérapie à long terme. La salle d'audience tomba dans un silence absolu. Plus personne ne pouvait le nier. Ensuite, Ava, la représentante du CPS, témoigna pour confirmer, Léo a maintenant été placé dans un logement temporaire sûr avec son père biologique. Nous avons programmé des visites supervisées et organisé des séances de thérapie régulières conformément aux recommandations du docteur Keller. Les mots décisifs d'Ava sonnèrent comme un sceau de protection placé sur l'avenir du garçon. Face à des preuves aussi irréfutables, Victor commença à vaciller. Il jeta un regard menaçant à Marissa. Jusqu'à ce moment, Marissa avait maintenu une expression froide, mais son visage pâlit soudain sous le regard de Victor. Elle trembla. L'avocate Samantha fixa Marissa saisissant ce moment de faiblesse. « Madame Marissa Reed, avez-vous quelque chose à dire? Vous avez été témoin de tout cela, n'est-ce pas ?» Marissa se mordit la lèvre. Le silence pesait lourdement sur la salle d'audience. Elle regarda Victor et vit le regard glacial dans ses yeux. Puis elle regarda Léo. Le garçon frêle accroché fermement à Alexander, son visage marqué par la peur. Une lutte intérieure se déroula en elle. Soudain, Marissa parla. Sa voix trembla, douce au début, puis s'éleva jusqu'à briser le silence. Non, ce n'est pas que je ne savais pas. Je l'ai vu, Victor. Victor traitait souvent Léo horriblement. Il forçait le garçon à faire des travaux pénibles, le faisait manger des restes, le faisait même dormir dans la porcherie. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il n'a pas voulu écouter. Il a menacé de me battre, de me jeter hors de la maison. La salle d'audience bourdonnait de chuchotements. Victor se leva d'un bond, son visage vidé, pâle de fureur, prêt à se déchaîner sur Marissa. Mais son avocat le tira pour le rasseoir. Marissa fondit en sanglots, ses fardeaux longtemps enfouis se déversant. J'étais terrifié. J'avais tellement peur de Victor. Je n'osais rien faire. Je suis désolé, Léo. Je suis tellement désolé, mon fils. Les yeux d'Alexander brûlaient à la fois de colère et de pitié en regardant Marissa. Pourtant, à ce moment-là, il savait que la vérité avait enfin éclaté. Léo fut appelé à la barre. Le garçon trembla en s'avançant, ses yeux se posant sur Alexander. Son père lui fit un petit signe de tête rassurant. D'une voix petite mais ferme, renforcée par le témoignage de sa mère, Léo déclara « Je ne veux plus retourner avec lui.
Je veux vivre avec mon père. Je veux aller à l'école, jouer comme les autres enfants. Je veux juste être un enfant. La salle d'audience tomba dans un silence lourd d'émotion. Le juge Collins, le visage grave et pensif, regarda Victor et Marissa droit dans les yeux. Le marteau frappa, résonnant dans la salle alors qu'il rendait le verdict. Sur la base des preuves présentées et des témoignages des témoins, cette cour constate que Léo Reed a été soumis à des abus prolongés et sévères. Par conséquent, la cour statue comme suit. Premièrement, la garde temporaire de Léo Reed est accordée à M. Alexander Reed pour une période de 12 mois, après quoi le dossier sera réexaminé. Deuxièmement, M. Victor est interdit de contacter Léo sous quelque forme que ce soit. Troisièmement, Mme Marissa Reed est tenue de suivre des cours de responsabilité parentale et une thérapie obligatoire. Alexander serra Léo dans une étreinte forte, des larmes de joie coulant sur son visage se mêlant aux larmes de son fils. Il chuchota à l'oreille du garçon, sa voix tremblant d'amour. « À partir de maintenant, tu es vraiment chez toi, mon fils ? Tout est fini maintenant. » Un an après ce procès fatidique, la vie de Léo avait tourné une page complètement nouvelle. La cour de l'école de Riverbank scintillait sous le soleil doré, emplie des rires clairs et insouciants des enfants. Il n'y avait plus l'odeur des enclos d'animaux, ni les cris de colère, seulement le parfum de l'herbe fraîche et le doux contact des brises d'automne. Léo, maintenant un garçon de 13 ans, se tenait plus grand avec un éclat de santé dans les joues et des yeux pétillants de joie et de confiance. À ses pieds, de toutes nouvelles baskets bleues vives et solides alors qu'il s'alignait sur la ligne de départ avec ses camarades pour la course scolaire. C'était la vie qu'il n'avait osé qu'imaginer. Le sifflet retentit, et Léo s'élança. Il courut à toute vitesse, un sourire radieux éclairant son visage, porté par l'excitation de la course. Des tribunes, Alexander gardait les yeux fixés sur son fils. Des larmes de bonheur roulaient sur ses joues alors qu'il regardait Léo courir de toutes ses forces, non plus l'enfant effrayé et frêle des années passées. Enfin, Léo franchit la ligne d'arrivée en 3e position, levant la main pour saluer ses amis et son père, débordant d'énergie et de joie. La vie de Léo avait été transformée. Alexander avait vendu l'ancienne maison, et ils avaient emménagé dans une maison plus confortable en banlieue, près d'un grand parc. Il consacra tout son temps à son fils, remplissant les pièces manquantes d'une enfance qui lui avait été volée. Le lien entre père et fils grandit lentement, nourri par les choses les plus petites et les plus familières. Chaque matin, Alexander se levait tôt pour préparer un vrai petit déjeuner à Léo, des repas nutritifs que le garçon n'avait jamais connus auparavant. Léo aimait particulièrement les crêpes faites maison par Alexander, mangeant avec délice et souriant jusqu'aux oreilles pendant que son père racontait des histoires amusantes sur ses propres jours d'école. Le soir, Alexander passait souvent du temps à lire des histoires à Léo avant de dormir ou à explorer le monde avec lui à travers des jeux vidéo et des parties d'échecs soigneusement pensées. Léo, autrefois un enfant renfermé et silencieux, s'ouvrit progressivement, prêt à partager des histoires d'école et les rêveries qui remplissaient son esprit. Alexander écoutait patiemment et avec amour, répondant lentement à chaque question, reconstruisant le pont d'affection qui avait été autrefois coupé. Ce n'était pas seulement à l'intérieur de la maison. Les expériences en plein air redevinrent également des souvenirs précieux pour eux deux. Le week-end, Alexander et Léo passaient souvent du temps ensemble à explorer le parc. Alexander enseigna patiemment à Léo comment faire du vélo étape par étape, gardant sa main sur la selle jusqu'à ce que la confiance du garçon grandisse. Au début, Léo était hésitant, même effrayé, mais Alexander ne le quitta jamais, toujours encourageant, toujours stable. La première fois que Léo pédala seul, sans le soutien de son père, il cria de joie, regardant Alexander avec un éclat dans les yeux qui n'avait jamais été là auparavant. Alexander ouvrit grand les bras et serra son fils contre lui, ressentant les progrès remarquables de Léo. Il emmena également Léo à la bibliothèque, l'aidant à choisir des livres d'aventure et de découverte, ouvrant doucement la porte à un nouveau monde de connaissances et d'imagination. Alexander n'était pas seulement un père, mais aussi un compagnon, un guérisseur des blessures de Léo. Il emmena fidèlement Léo à ses rendez-vous de thérapie, attendant patiemment à l'extérieur, toujours prêt à écouter et à discuter après. Avec le temps, les cauchemars de Léo commencèrent à s'estomper et son sourire devint plus authentique, plus naturel. Alexander ne cessa de lui rappeler qu'il était digne d'amour, digne de bonheur et que le passé douloureux appartenait derrière lui et ne définissait pas qui il était aujourd'hui. Un après-midi, en rangeant sa chambre, Léo tomba sur une vieille enveloppe. Elle n'avait pas de timbre et était adressée à leur ancienne maison. À l'extérieur, il y avait une écriture attentive mais familière, à mon fils Léo.
Il reconnut l'écriture de sa mère, Marissa. Son cœur battit plus vite, pris entre la curiosité et une lueur de peur. Il ouvrit la lettre. Les mots étaient brefs, l'écriture encore tremblante. « Mon cher fils Léo, je ne sais pas si tu liras un jour cette lettre ou si tu la jetteras. Je ne peux même pas espérer que tu me pardonneras. J'ai eu tort, Léo. J'étais trop faible, trop effrayé par Victor pour te protéger. J'ai vu tout ce que tu as enduré, et je suis restée silencieuse. Ce silence m'a tourmentée chaque jour. Je t'ai fait du mal, et je suis profondément désolé. Maintenant, je suis les cours de conseil que le tribunal exige. Il parle de responsabilité, de courage. J'essaie, Léo, de devenir une meilleure personne. Je sais que cela ne peut effacer le mal que j'ai causé, mais je veux que tu saches que je le regrette. J'espère qu'un jour tu trouveras la vraie paix. Je t'ai toujours aimé, Léo. Ta mère Marissa. Léo lut la lettre encore et encore. Il ne pleura pas et ne ressentit pas la colère qu'il avait imaginée. Au lieu de cela, il y eut une lourdeur dans sa poitrine, mêlée d'un étrange sentiment de soulagement. Marissa avait admis ses échecs et ses excuses, bien que tardives, touchèrent un coin tranquille de son cœur. Il plia la lettre et la rangea dans un tiroir séparé. Elle appartenait au passé, une cicatrice qui avait guéri mais lui rappelait encore le chemin parcouru et le pardon. Après cela, Léo posa délicatement la vieille peluche réparée sur l'étagère à côté de ses nouveaux jouets et du trophée sportif qu'il venait de remporter. Il ne s'y accrochait plus comme à un bouclier, comme il le faisait autrefois. L'ours y resta comme un vieil ami, un souvenir du passé, mais Léo n'en avait plus besoin pour se sentir en sécurité. Il avait trouvé la sécurité dans les bras de son père, dans leur nouvelle maison, dans l'amour inconditionnel et en lui-même un garçon fort et heureux. Dans son nouveau carnet à la couverture bleu vif, un cadeau d'Alexander, Léo s'assit et écrivit d'une écriture soignée et appliquée, le visage éclairé d'un sourire satisfait, enregistrant les joies retrouvées d'une enfance qui lui avait été rendue. 13e anniversaire. J'ai pu courir, rire. Je peux aller à l'école. J'ai une famille qui m'aime. J'ai papa. Plus de cochons. Alexander entra dans la pièce et posa doucement sa main sur l'épaule de Léo. Il regarda son fils avec des yeux pleins d'amour et de fierté. Doucement, il chuchota, « J'ai tenu ma promesse, mon garçon. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seul. Tu as vraiment trouvé ta maison. » Léo leva la tête et sourit à son père, un sourire plus éclatant que jamais. Il savait que c'était plus qu'une simple maison physique. C'était un foyer construit sur l'amour, la sécurité et l'espoir. Alors que le coucher de soleil baignait la petite maison d'une lueur dorée, enveloppant Alexander et Léo dans sa chaleur, nous pouvions sentir la paix qu'ils avaient si durement gagnée. Le parcours de Léo n'est pas seulement une histoire d'affranchissement des ténèbres de l'abus, mais aussi un puissant témoignage de résilience et de courage. D'un garçon frêle et effrayé enfermé dans une porcherie, Léo s'était relevé et avait trouvé sa propre voie, non seulement pour se sauver, mais pour nous rappeler à tous la vraie valeur de la liberté et de l'amour. Cette histoire est aussi un rappel salutaire que parfois les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent laisser les cicatrices les plus profondes. Les actions de Victor n'étaient pas seulement des abus physiques. Elles ont volé une enfance, plantant la peur et la solitude à sa place. Et pourtant, à travers Alexander, nous avons été témoins du pouvoir de l'amour d'un père réprimé pendant des années, mais maintenu en vie par une promesse inébranlable. Sa présence, sa patience et son amour inconditionnel ont non seulement aidé Léo à guérir, mais lui ont rendu l'enfance qui lui avait été refusée, et il n'y a pas eu que les deux. Cette histoire rend également hommage au héros silencieux parmi nous, Grace, l'enseignante compatissante qui a refusé de détourner le regard. Nora, la voisine au grand cœur qui est intervenue sans hésitation. Elle nous rappelle qu'un petit acte de gentillesse offert au bon moment peut être l'étincelle de lumière qui guide quelqu'un hors de l'endroit le plus sombre. Même Marissa, bien que ses erreurs aient été graves, a trouvé son chemin vers le repentir, montrant que les gens peuvent changer, quel que soit le poids de leur passé. Le message de cette histoire est clair. Ne fermez jamais les yeux sur l'injustice. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot gentil ou d'une main secourable. Et surtout, ne perdez jamais espoir dans la guérison et dans l'amour. Après avoir suivi ce parcours profondément émouvant, nous aimerions avoir votre avis. Comment l'histoire de Léo et Alexander vous a-t-elle touché? Quelles leçons personnelles en avez-vous tirées? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires.
Nous attachons une grande importance à chaque voix. Notre espoir est que des histoires comme celle-ci puissent toucher les cœurs, inspirer l'espoir et susciter des changements positifs dans chacune de nos vies. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous.